Si cette troisième étape que vous décrivez au terme des deux premières ne marche pas, reste un joker, le gouvernement technique. Mais le gouvernement technique ne peut pas surgir du bon plaisir du chef de l'État qui mettra un de ses anciens collaborateurs à Matignon. Vous pensez à Jean Castex? Mais par exemple, mais je pense à d'autres. À Matignon, les Français veulent quelqu'un qui puisse tenir tête au président. Quelqu'un qui ne s'en laissera pas compter. Quelqu'un qui apportera au président ce que le président n'a pas pu apporter lui-même au pays depuis 7 ans. Et c'est-à-dire répondre aux aspirations des Français. Il y en a 3 que nous avons tous identifiées. C'est la volonté des électeurs. L'immigration et l'insécurité. Oui, il faut qu'il y ait des mesures les plus intelligentes possibles, les moins pulsives possibles. Ne cédons pas aux passions, soyons raisonnables. Ça sert à rien de s'en prendre aux pays d'origine, alors même que nous avons besoin des pays d'origine pour une grande politique d'immigration. C'est répondre au déclassement social des Français. Les Français veulent qu'on améliore leur pouvoir d'achat. Les Français veulent des politiques plus actives dans le domaine de la santé, du logement, dans le domaine de l'hôpital. Il faut y répondre. Et puis, bien sûr, l'abaissement de la France, le risque de déclassement économique. Il faut arbitrer entre la politique de l'offre et la politique de la demande. Il ne faut pas tirer un trait de plume sur l'exigence et la rigueur financière. On doit prendre en compte l'exigence d'investissement et d'innovation, sans quoi notre pays sera rayé de la carte. Quelles seraient ces personnalités techniques, entre guillemets, qui seraient susceptibles de tenir tête au président? Est-ce que vous avez... dans ces profils-là, une idée précise? Monsieur Pujadas. Peut-être vous-même? Non. Non, je peux vous dire les choses très tranquillement, justement, parce que je ne suis candidat à rien. Mais, si nous cessons de faire sur les plateaux des hypothèses absurdes, si nous cessons de travailler dans la confusion, si nous cessons de penser esprit partisan alors que c'est l'intérêt général qu'il faut viser, si nous cessons de penser à la présidentielle pour penser à la situation actuelle, les noms, vous verrez, il y en a beaucoup. Et pour ça, il faut que le président... Ils ne nous viennent pas à l'esprit. Si, ils nous viennent pas à l'esprit. Ils me viennent, j'en ai beaucoup à l'esprit. Vous en avez beaucoup à l'esprit? Oui, Donnez-nous quelques exemples. Non. Il faut que le président redevienne président, et rien que président, pour laisser la place, justement, à des personnalités qui seront capables de s'exprimer, de lui dire les choses, et de travailler avec lui au service de l'intérêt général. Si cette quatrième étape, puisque c'en est une d'une certaine manière, échoue, puisque vous dites il faudra que cette personnalité soit adoubée, qu'elle obtienne un soutien. Si ça échoue, que se passe-t-il? Eh bien, alors, il nous reste 2 solutions. Je pense que ces 4 étapes nous permettent assez facilement d'arriver à 1 an. Donc, le président prendra la décision de dissoudre le Parlement. Nous retournerons dans les urnes. Et si nous retrouvons une situation bloquée, alors le président aura mal géré son affaire et il risquera alors de devoir se démettre. Et donc, nous aurons la question de l'élection présidentielle, qui aujourd'hui est en filigrane, on en parle peu parce que personne n'est prêt, mais qui deviendra de plus en plus prégnante dans notre vie politique. Mais nous ne pouvons pas laisser la France aller au chaos sans réagir. Et tout ça n'est pas un jeu. Tout ça est tragique pour notre pays. Ça va nous coûter extrêmement cher. Les générations futures paieront notre inconséquence. Donc, la responsabilité, elle est aujourd'hui d'abord, bien sûr, de la classe politique. Elle est évidemment du président de la République, mais elle est celle de toute la société, de tous les corps intermédiaires. J'entendais les syndicats qui prennent des positions très fortes sur la crise sociale. Tous, nous sommes responsables. Nous allons accueillir le monde dans quelques semaines. Nous sommes responsables de la façon dont la France va les accueillir, la façon dont on va être capable de sécuriser ces Jeux Olympiques. Donc, l'esprit de responsabilité, il est collectif. Précisément. Et une fois de plus, nous en tirerons les conséquences le moment venu. Il y a des réponses à chaque étape si on fait les choses dans l'ordre. C'est la confusion qui mène au chaos. Précisément, 2 dernières questions. Est-ce que cet épisode de la dissolution a affaibli la France ou est-ce qu'il permet une recomposition que peut-être vous saluez, c'est-à-dire, on évoque beaucoup l'évolution vers un régime parlementaire qui serait plus équilibré, une clarification? Alors, il a affaibli incontestablement la France, et il l'affaiblit. Que l'on tire des vertus, que l'on tire des leçons de ce drame, oui, il y en a plusieurs. Un équilibre plus juste des institutions, un régime plus à l'écoute du Parlement,
Ce qui va poser très vite, à mon sens, et c'est pour cela que, y compris sur l'équation institutionnelle républicaine, parce que ça peut faire partie d'un programme, aujourd'hui, d'un nouveau gouvernement, renforcer nos institutions républicaines, changer de mode de scrutin, faire avancer le mode de scrutin, faire en sorte que personne ne puisse être exclu de la vie nationale, adopter des mesures en ce qui concerne, par exemple, la pleine reconnaissance des binationaux, qui sont aujourd'hui soupçonnés de ne pas appartenir à la nation, faire en sorte que la xénophobie ne puisse pas l'emporter. Nous avons plusieurs mesures que nous pouvons prendre, mais nous devons être conscients que la France, qui a un rôle éminent en Europe, la France qui a une responsabilité majeure sur la gestion des crises, et je pense à l'Ukraine et je pense à Gaza, voyons ce qui s'est passé dans les derniers jours, le massacre qui a eu lieu dans un hôpital pour enfants en Ukraine, le massacre qui a eu lieu à Gaza, dans une école, tout cela est tragique. Eh bien, la France doit apporter son concours. La France ne peut pas tourner la tête. Et ça... C'était ma dernière question, Dominique de Villepin, pour vous qui voyagez beaucoup et qui vous entretenez beaucoup avec les uns et les autres à l'international. Est-ce que pour vous, la France est affaiblie à l'international? La parole de la France est affaiblie par ce qu'on a connu dans ce mois de juin et de juillet? Elle est affaiblie, considérablement affaiblie, parce qu'elle est divisée et qu'elle se divise encore plus, et qu'elle est absente aujourd'hui, ou en tout cas moins crédible aujourd'hui, sur la gestion d'un certain nombre de grands dossiers internationaux. Je pense que le président de la République a dû le voir en se rendant à Washington. Il n'a sans doute pas tout à fait la tête à s'occuper des questions qui sont les grandes questions internationales, même si c'est un professionnel. Aujourd'hui, il est difficile de ne pas être obsédé par ce qui se passe sur le territoire national. Or, nous avons besoin, nous sommes un grand pays, nous avons besoin d'assumer nos responsabilités. Donc, nous devons être capables dans la crise de faire la part des choses et nous devons tenir notre rang. Et une fois de plus, si on prend en compte l'intérêt général, la nécessité d'une certaine grandeur française, si on prend en compte la nécessité de défendre le rang de la France, alors nous ne nous tromperons pas collectivement sur le chemin à suivre. Merci beaucoup, Dominique de Villepin, d'avoir été notre invité ce soir. Merci.